c'est un petit peu illusoire, cette dimension de comparaison, bon, pour deux raisons. La première, c'est que on compare des productions, et même quand on compare des productions par habitant, il n'y a rien qui nous dit qu'une production plus élevée signifie que c'est mieux. Alors, il y a des tas de raisons à ça. Il y a deux raisons principales. La première, c'est l'effet de nécessité. C'est-à-dire, si vous êtes dans un pays où il fait plus froid l'hiver et plus chaud l'été, vous allez devoir produire plus pour vous réchauffer l'hiver et vous refroidir l'été. En fait, en termes de niveau de confort, vous serez toujours au même niveau de confort, à savoir, je sais pas moi, 19 degrés chez vous à l'intérieur. Mais pour avoir 19 degrés chez vous à l'intérieur, vous aurez été obligé de dépenser beaucoup plus d'énergie, beaucoup plus de travail pour les infrastructures, etc., que dans le pays où il fait une température tempérée toute l'année. Donc, en comparant les productions, on oublie les circonstances dans lesquelles ces productions sont maintenues. Et puis après, il y a un deuxième élément qui est un petit peu plus subtil, mais qui est que ce qui est important, c'est, même d'un point de vue matérialiste, le bien-être qu'on tire de l'activité économique. Une économie fonctionne pour fournir un certain nombre d'éléments matériels aux individus de façon à les contenter, à les satisfaire. On ne peut pas identifier directement la satisfaction. C'est un objet subjectif qui est très difficile à approcher et à mesurer en tant que tel. Et donc on mesure la satisfaction à travers la consommation et la valorisation de la consommation par les individus. Et en fait, la valorisation de la consommation par les individus est censée montrer leur satisfaction. Mais le problème, c'est comment fait-on pour comparer des satisfactions par le biais d'une valorisation entre des individus qui vivent dans des espaces qui sont très différents, dans des règles qui sont très différentes, et donc qui du coup peuvent conduire à des schémas de valorisation qui ne sont pas du tout comparables. Donc, quand on dit en Chine, le revenu par habitant est de 4 500 $, on dit une chose qu'un habitant d'un pays développé ne peut pas comprendre. C'est-à-dire qu'il ne peut pas imaginer que les gens en Chine vivent comme si lui, dans son pays, il avait 4 500 $. Et pourtant, c'est l'information qu'on aimerait lui transmettre. Mais on ne peut pas lui expliquer la façon dont vivent les Chinois en lui disant simplement, c'est comme si tu étais dans ton pays avec 4 500 $. Alors qu'aujourd'hui, toi, en moyenne, tu en as 25 ou 30 000 par an. Et donc, imagine que tu en aies 6 fois moins. Et ça voudrait dire que tu vis comme un Chinois. En fait, ça marche pas, ça colle pas. Et puis par ailleurs, quand on lui explique en plus que le Chinois ne vit pas avec 4 500, mais il vit avec 5 000 maintenant, cette année, parce que le taux de croissance en Chine a été de 10%, ben, 10%, ça paraît phénoménal pour quelqu'un qui vit en Occident, mais se dire, avant il vivait avec 4 500 et maintenant il vit avec 5 000, eh ben, c'est même pas sûr que ça, du point de vue d'un occidental, puisse constituer une amélioration. C'est qu'il y a une dimension qui est quand même spécifique au pays, qui est quand même culturelle, et qui fait que, en théorie en tout cas, on ne peut utiliser les variations du produit intérieur brut comme décrivant une amélioration de la situation matérielle que quand elles sont en partant d'une situation, des petites variations autour d'une même situation. Donc quand on compare des situations très différentes, on n'est pas sûr que ce produit intérieur brut nous donne beaucoup d'éléments et que les éléments quantitatifs qu'il nous donne soient des éléments qui soient très pertinents.